D'accord, donc je suis au Sénégal pour deux raisons fondamentalement. La première, c'est que je suis ambassadeur de la fondation de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et il remettait les diplômes aux meilleures étudiantes et aux meilleurs étudiants. Mais en même temps, il y a mon ami, l'ambassadeur suisse, monsieur André Semadeni, qui quitte le Sénégal cette année pour entrer. Donc j'ai fait le déplacement pour ça. Mais évidemment, on a aussi saisi cette opportunité pour travailler sur le prochain gingembre littéraire, discuter avec nos amis, notamment vous comme partenaire principal de Continent Premier. Et j'ai aussi une très mauvaise nouvelle parce qu'on a un ami à nous. La première année où je suis arrivé en Suisse, le premier mois, celui qui m'a hébergé, il s'appelle Mawatiam, qui est un ancien de l'université Gaston Berger, qui est décédé en mission à Moti. Il était travaillé pour l'UNICEF. Je ne peux pas ne pas avoir une pensée émue pour mon aîné Mawatiam. Je voudrais saluer sa mémoire, présenter mes condoléances à sa famille, Mohamed, à son épouse Mouskebe, à tout l'ensemble des anciens de l'université Gaston Berger qui nous suivent. Et voilà, c'est une période assez difficile, mais intense, de voir quand même que toute la communauté universelle était là pour l'accompagner. Moi, ça fait beaucoup d'années que je n'étais pas à Touba, mais je tenais à accompagner le corps de Mawa. Maintenant, pour répondre à votre question, Bachir Fofana est un journaliste bien formé. Bachir Fofana aussi a fait des études en termes, ce qu'on appelle d'archiviste en réalité. Il est sorti aussi de l'université de Dakar à l'EBAD. Donc c'est quelqu'un qui est assez outillé intellectuellement, qui a aussi son courage. Je me rappelle que d'ailleurs, peut-être les conditions et la trajectoire politique et aussi les circonstances ont fait que Bachir n'est pas avec le PASTEF. Mais normalement, il aurait pu aujourd'hui être dans ce gouvernement parce que Bachir est l'un des premiers à avoir vu les potentialités de l'actuel Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Je lui ai rappelé ça d'ailleurs parce que je sais que, bon, et Bachir a dit beaucoup de bonnes choses aussi du père. Mais c'est vrai que ces derniers temps, si je réponds à votre question, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pour diffusion de fausses nouvelles? Il y a deux choses à comprendre. Intellectuellement, honnêtement, un journaliste ne devrait pas diffuser de fausses nouvelles. Un journaliste a l'obligation, moi c'est ce que j'appelle l'hygiène intellectuelle, et c'est valable aussi pour les professeurs d'université, tout un chacun. Quand tu recopies un article de Dakar Actu ou bien une information qui a été sortie en premier par Dakar Actu, la décence voudrait que tu cites Dakar Actu pour avoir travaillé en premier sur le sujet. Ça, c'est des problèmes juste d'éthique. Maintenant, non, un journaliste ne doit pas, ne devrait pas. Maintenant, un journaliste peut se tromper de bonne foi. Voilà. Alors, vous savez, la diffamation, c'est très compliqué. Parce que vous pouvez diffamer alors que ce que vous dites même est vrai. Est-ce que vous savez ça? Par contre, vous n'avez pas la possibilité de prouver cela, d'amener les preuves de ce que vous alléguez. Et ça pose problème. Par contre, non. L'État du Sénégal du 21e siècle devrait tout faire pour ne jamais mettre un journaliste en prison. Moi, je suis quelqu'un d'assez clair, c'est ma ligne. J'ai dit quand Abdoulaye Wade avait, en tout cas, c'était pendant qu'il était là, notre grand frère et aîné, le doyen Sidi Lamine en prison, j'ai dit la place de Sidi Lamine n'est pas en prison. Quand Mandjambal Diagne était mis en prison, j'ai dit la même chose, les articles sont là. Quand notre jeune frère et ami du lycée Abdoulaye Sadji, pour qui j'ai beaucoup de respect, actuel directeur général de la RTS, Papa Alignon, a été mis en prison, j'ai dit non, sa place n'est pas en prison. Donc, je le répète, la place d'un journaliste n'est pas en prison. Nous avons cette liberté, par contre, qui doit toujours aller avec la responsabilité.
Nous avons des pays jeunes. Le Sénégal que nous connaissons d'aujourd'hui est né en 1960, pour aller vite. Donc nous avons des États-nations encore à consolider. Et le rôle, vous vous rappelez d'ailleurs, parce que Dakar Actu l'a couvert, j'ai organisé il y a 3 ou 4 ans un grand colloque à Dakar autour de médias et cohésion sociale, vous vous rappelez bien. Donc nous, en tant que journalistes, nous avons aussi une obligation de faire de sorte que tout ce que nous puissions donner en termes d'information soit vérifié et vérifiable. Parce que sinon, ça deviendrait très compliqué. Mais je voudrais appeler solennellement le gouvernement du Sénégal à ne plus jamais mettre un journaliste en prison, notamment pour de jeunes pour qui nous avons beaucoup de confiance. Ça nous fait mal pour notre démocratie, ça nous fait mal pour l'avancement que nous croyons avoir aujourd'hui atteint en termes de respect de la dignité humaine, en termes de respect de la liberté d'expression, mais aussi encadré. Parce que là, et puis ça tombe mal. Il faut parfois se dire les vérités. Au moment où la presse est en train de tirer, si l'expression est correcte, le diable par la queue, le gouvernement met en prison un journaliste, mais ça fait quoi? Ça fait que notre démocratie aujourd'hui est questionnée. Et ça, c'est le courage et l'honnêteté de le dire, tout en rappelant aux journalistes leur obligation qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Malheureusement, on l'a vu. On l'a vu et puis aussi il faudrait que... Parce qu'en Europe, vous pouvez voir des journalistes qui sont encartés, qui sont du PS ou autre, mais ils le disent très clairement. Mais au Sénégal, c'est rare de voir un journaliste qui est du PASTEF, de APR, de notre parti, et le dire. Il faut aussi que les journalistes, qu'ils jouent le jeu de la transparence. Si nous voulons que nos États soient transparents avec nous, soyons aussi transparents. Parce que c'est dommage. Parce que si, par exemple, Dakar Actu nous montre que ce qui ne va pas par rapport le matin, midi, soir sur le gouvernement, à un moment donné, les gens peuvent penser que vous êtes contre, par exemple, le gouvernement. Alors que aussi, quand on connaît la nature du journalisme, le journalisme aussi c'est quoi? C'est montrer ce qui ne va pas. Et parfois, nos autorités, parfois, ont de la peine à comprendre cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un il dit des choses qui ne vont pas que nécessairement il est contre vous. Mais aussi, ayons-nous l'honnêteté. Quand un journaliste il fait de la politique, quand moi j'appartiens à PASTEF, je dois pouvoir le dire publiquement. Parce que parfois, les gens veulent aussi se montrer qu'ils sont des guerriers. Moi, je suis... Ça, on n'a pas besoin de... Non, mais sérieusement, ça, parfois, ça pose des problèmes. Je l'ai déjà dit, et je l'ai dit d'ailleurs mieux, je l'ai dit chez vous, mais je l'ai dit avant, aussi à la RTS, qui est quand même notre télévision nationale, à Kenkeliba. Et je pense que je vais le redire. Je leur ai dit, ceci, au gouvernement, dès le départ, la manière dont notre ministre de la Communication gère la question de la presse aujourd'hui n'était pas la bonne. Ça donne l'impression que notre ministère de tutelle, qui doit nous protéger, s'il n'y a pas de journalistes, s'il n'y a pas de maison de presse, il n'y a pas besoin d'avoir un ministère de la Communication. Deuxième chose, la communication aujourd'hui est aussi une industrie, c'est-à-dire des entreprises qui emploient des femmes et des hommes de tout âge. Alors, on a l'impression qu'on asphyxie sciemment ou inconsciemment la presse. Moi, je leur avais dit, avant même de sortir, parce que je me dis que parfois, quand on a la chance d'utiliser des voies et moyens plus directs, respectueuses
aussi, on peut les utiliser. Parce que nous tous, nous devons participer à faire développer notre pays. Personnellement, j'ai contacté des personnalités de la République. J'ai aussi contacté quelqu'un qui est très proche des nouveaux gouvernants. Et j'ai fait des points de proposition. Quand on me parle des impôts de la presse, je dis, vous devez aussi, parce que c'est toujours l'État, que ce soit l'État dirigé par Macky Sall ou l'actuel président Diomaye Diakhar Faye, c'est l'État, c'est la République du Sénégal. Si vous aviez signé des contrats avec des médias, il faut leur payer ce que vous leur devez. Et ensuite, vous pouvez demander des impôts ou bien, mieux, quand le président qui est passé, le président Sall, avait signé des accords pour réduire ou bien éliminer la dette d'impôt de la presse. Mais revenir sur ça pour une presse sénégalaise qui emploie des enfants de la République du Sénégal, pour moi, ça n'a aucun sens. La République, c'est aussi la continuité. On aurait pu, avec le nouveau gouvernement, créer une année zéro du gouvernement, entre le gouvernement et les médias. D'autant plus que la belle vision 2050 ne se fera pas sans la presse. D'abord, c'est à nous, en tant que journalistes, de faire notre job correctement. Et le reste, l'État qui doit encadrer. Parce que, vous savez, et ça, on le voit à tous les niveaux. Le Sénégal a des textes très beaux. On a même parfois, si on comprend bien, que cela veut dire une constitution. L'une des meilleures constitutions au monde. Mais tout dépend de ce que nous en faisons. Et moi, le seul point que je prends pour relier ce point à votre première question sur la diffamation ou bien la diffusion de fausses nouvelles, etc. On parle d'encadrement juridique. Mais nos États en Afrique ont un sérieux problème d'être transparents en matière d'information. Pourquoi nos États n'informent-ils pas clairement, très simplement, les citoyens? Si les journalistes n'ont pas accès à l'information, et je le répète, l'accès à l'information est un droit humain et c'est reconnu par la Constitution sénégalaise. Si les ministres, la présidence, les DG, les députés et etc. à l'Assemblée nationale gardent les lois, gardent les textes, l'esprit et ne communiquent pas. Et ça, j'ai entendu une fois un journaliste dire, on prêche le faux pour avoir le vrai. Mais c'est dangereux, mais pourquoi aussi? Parce que la chaîne d'information n'est pas respectée. Et si l'État veut éviter qu'il y ait moins d'informations qui soient fausses, le concernant ou concernant des institutions reliées à l'État, l'État devrait pouvoir être transparent. Et ce devoir de transparence, cette transparence-là est un devoir de l'État et un droit du citoyen. Vous savez, je voudrais rappeler que peut-être que pour les habitués de Dakar, ils connaissent, mais le gingembre littéraire, c'est la suite logique du cycle de conférences que nous avions lancé aux Nations Unies et que nous avions intitulé « La place de l'Afrique dans le XXIe siècle, démocratie et souveraineté ». Et ça, c'était déjà en janvier 2012. Et nous, on est contents aujourd'hui de voir toute l'Afrique parler de souveraineté. Nous en avons fait un concept. Depuis 2012, nous avons fait venir Qu'Allah et son âme, le professeur Iba Der Thiam aux Nations Unies, professeur Awa Marie Coll Seck, ministre, etc. Il y avait Boubacar Boris Diop, le grand Boubacar Boris Diop, des intellectuels venus de la Tunisie, du Maroc, etc. Et puis, notre regretté grand frère, économiste sénégalais, qui a travaillé à la BAD, M. Sanou Mbaye. Vous voyez, et on avait déjà déblayé le terrain autour de cela. Et
À un moment donné, ces conférences se sont poursuivies. Et beaucoup de Sénégalais et d'Africains nous disent, ce que vous faites en Suisse et qui réussit, mais venez aussi le faire en Afrique. On s'est dit, mais pourquoi pas? Et c'est là où le concept du gingembre, pour ne pas dire café littéraire, en fait c'est ça, pour aller vite. Mais le gingembre, pourquoi? Parce que le gingembre a un côté succulent, a un côté qui soigne, et piquant, absolument. Voilà. Parce que nous, on n'évite pas que uniquement des auteurs. Hein. On peut être romancier, on vous invite, mais on peut aussi éviter les techniciens que nous avons en face de nous. Si nous devons parler du travail de journaliste, comment enregistrer une émission, comment faire les cadrages pour des gens qui sont dans la maîtrise de leur travail. Et les questions au niveau international, c'est toujours la place de l'Afrique. Et quand nous sommes venus au Sénégal, en 2019, on a vu que le Sénégal, il y avait quelque part ce que j'appelle un certain délitement social. Il y avait un certain délitement aussi moral. On avait vu que notre lien, le lion, notre vivre ensemble était en train de se craquer. Et on s'est dit, et ça se poursuit. Malheureusement, et on s'est dit, humblement, qu'est-ce que nous pouvions apporter. C'est pourquoi au Sénégal, nous parlons toujours de vivre ensemble. Et cette année, évidemment, nous retournons dans une ville, Saint-Louis du Sénégal, qui est ville centenaire, comme vous l'avez dit tantôt, mais en même temps au confluent de beaucoup de civilisations. À Saint-Louis, vous avez le Sénégal, vous avez l'Afrique traditionnelle, vous avez le monde arabo-islamique, vous avez aussi le monde occidental, notamment français, avec les signaux et tout ça, cela se poursuit. Vous me donnez une très bonne transition. Et justement, pour cette 7e édition, nous allons parler de la question des migrations sous le prisme du changement climatique, mais en même temps de la souveraineté alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, liée à un changement climatique que nous voyons, il fait très chaud, on voit qu'il pleut moins, dans un espace-temps très réduit, de manière très intense. Nous voyons, moi je suis aussi de Rufisque, on voit que la mer est en train de nous prendre nos maisons. À Saint-Louis du Sénégal, c'est pareil, etc. Donc voilà, donc tu vois, et ça nous touche énormément. Et donc, est-ce qu'on peut atteindre cet objectif qui d'ailleurs inscrit dans la vision 2050 de l'autosuffisance alimentaire si il y a ce changement climatique et qu'en même temps nos jeunes sur qui nous devrions pouvoir compter aujourd'hui et demain quittent le pays? C'est vrai que le phénomène migratoire ne date pas d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas le phénomène migratoire, peut-être il n'y aurait pas de blancs, parce que les Africains ont migré, ils sont allés ailleurs, c'est pourquoi l'humanité s'est propagée ailleurs. Donc la migration est un phénomène naturel. Maintenant, le Sénégal, pour parler des choses beaucoup plus concrètement, nous étions au départ un pays surtout de transit. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus que pays de transit, nous sommes devenus aussi un pays de transit, mais aussi qui accueille les gens. Mais là, nous sommes fortement de transit et extraordinairement de départ. Qu'est-ce qu'il explique à un moment donné? Qu'est-ce que nous avons fait? Je m'excuse de parler comme ça. Qu'est-ce que nous avons fait à notre jeunesse pour que cette jeunesse est en train tous de s'embarquer et de se laisser s'engouffrer dans le ventre de l'Atlantique? Moi-même, je suis, on peut dire, migrant, mais je n'aurais jamais pensé de ma vie qu'une personne pouvait prendre des embarcations comme ça, sénégalais, pour aller ailleurs comme ça, avec tous les risques. Mais quand les jeunes nous disent, pour eux, rester ici, c'est presque mourir, ça doit interpeller nos consciences. Et qu'est-ce que nous leur offrons? Et c'est là où nos gouvernants, ils ne sont pas les seuls, mais c'est à l'État de créer les conditions qui font que les gens
se disent qu'il n'y a pas une terre promise meilleure que la terre dans laquelle ils sont nés et que leurs ancêtres sont enterrés. Et nous qui avons une mémoire aussi d'exilés, nous savons très bien que quelle que puisse être votre importance ailleurs, c'est quand vous revenez chez vous que vous vous sentez le mieux et que vous sentez des vibrations qu'un ailleurs ne peut pas vous donner. Mais encore une fois de plus, Madame Diagne, c'est un droit humain de migrer. Les Européens ne le disent pas assez. Quand vous regardez la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'être humain a le droit de quitter son pays. C'est un droit humain. Mais on est en train de tellement pénaliser cet acte-là qu'eux-mêmes, ils se donnent le droit, en imposant des visas, parfois qui ne se basent sur aucune forme de logique. Et ça, parce que quelque part, nos pays ont été faibles. Mais bref, on ne va pas tout mettre sur le dos des autres. Nous, chez nous, au Sénégal, nous avons la mer. Je l'ai dit l'autre fois, presque en pleurant. Tu regardes de Dakar jusqu'à Saint-Louis, nous avons 700 km de côte. Nous avons l'un des pays les plus beaux au monde. Qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Un pays sale, où les gens sont devenus méchants et tu ne sais pas pourquoi. Mais il faut qu'au niveau de nos sociétés, que nous nous reposions les bonnes questions. Mais en même temps, il faudrait que nos hommes politiques, qu'ils arrêtent de se tirer, de s'insulter. Mais c'est à eux, quelque part, comme on dit, de montrer le bon exemple et que les autres puissent aussi suivre. Mais les questions au Sénégal ne seront jamais résolues si nous pensons qu'un Messie ou un âge ou un Malaka va quitter je ne sais où pour venir nous changer. Et il faudrait que nous, Sénégalais, à partir de nos familles, à partir de nos quartiers, que nous réfléchissions encore, parce que nous avons des valeurs. Ces valeurs-là, c'est le cogito africain. Ces valeurs-là, c'est l'amour que nos ancêtres avaient pour leur terre, avaient pour eux-mêmes. Maintenant, revenons intellectuellement sur le débat, parce que là, je commence à devenir très passionné, mais on peut pas... Tu sais, parfois, les gens, ils pensent que la passion... Mais il n'y a pas de vérité supérieure à la vérité du cœur. Il n'y a pas. Maintenant, nous avons invité des intellectuels, dont d'ailleurs le président de notre comité scientifique de cette année, c'est le professeur Ali Tandian, qui est lui-même de Louga. Louga, on connaît aussi une belle zone aussi, où auparavant il y avait beaucoup de Modou qui quittaient, mais un grand professeur, l'un de mes spécialistes d'ailleurs des questions migratoires. Nous aurons des débats sur la partie migration, un autre débat sur la question justement du changement climatique, mais un autre débat en même temps sur les questions de souveraineté alimentaire. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons fait un excellent travail. Il y aura des femmes, des hommes, mais en même temps, on va encore innover. Les Saint-Louisiens ou les Rufisquois ou les Dakarois qui ont été en contact avec la migration, on va les inviter. Qu'ils parlent Diola, Serer ou Wolof, on va leur donner la parole. Parce que la parole... Des témoignages, c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je crois. Je crois à la transmission des savoirs. Je ne crois pas non plus que tous les savoirs sont que uniquement dans les daras ou dans les universités. Les savoirs aussi, c'est ce que nous vivons. Ce sont les échanges que les gens ont. Les prophètes n'avaient pas d'université. Ils étaient des recteurs, ils parlaient, ils faisaient des conférences et c'est de là où les sciences ont émergé. Justement, oui, avant d'aller à Saint-Louis du 26 au 28 novembre pour ce grand retour du gingembre littéraire avec cette 7e édition à Saint-Louis du Sénégal, notamment nous serons à l'Université Gaston-Berger, au CRDS de Saint-Louis, probablement 3 jours, du 26 au 28 novembre prochain. Donc, date arrêtée. C'est vrai, avant de revenir chez nous, nous allons retourner où? À Paris. Paris, nous serons le 7 octobre au siège du journal Le Monde. Vous vous rappelez, nous y avons été le 7 avril 2023. Et cette année, vous savez de quoi nous allons parler? Et je parlais tantôt dans l'autre sujet de faire redonner l'espoir aux gens. Nous allons parler
l'heure de l'Afrique. Pour nous, plus que jamais, c'est l'heure de l'Afrique, plus que jamais. Et à travers cela... Les Africains qui vont porter le combat. Le combat. Nous allons inviter aussi d'autres connaisseurs, connaisseuses, etc., des questions sur la souveraineté, mais en même temps sur la question aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc il y aura 2 grandes thématiques à Paris, le 7 octobre, au siège du journal Le Monde. Et nous organisons ce gingembre littéraire, ce colloque du gingembre littéraire avec le journal Le Monde diplomatique. Mais la conférence, le colloque aura lieu au siège du journal Le Monde à Paris. D'ailleurs, je pense que vous-même, vous avez reçu une invitation de Madame la directrice adjointe du journal Le Monde diplomatique. J'espère que vous nous ferez l'honneur d'un déplacement. En tout cas, ça nous plairait d'avoir Dakaractu qui nous suit pour pouvoir encore donner l'opportunité au monde entier de suivre en direct ces débats-là. Alors donc, vous voyez, ça, pour nous, c'est une participation à notre niveau humble sur le débat africain, pour qu'on nous respecte. Mais je ne suis pas du genre à dire respectez-nous sans rien faire. Moi, je dis, quand je suis à Rufisque-Colobane de Sud et que je vois que c'est sale, j'attends personne. Je prends le balai, je demande aux gens de venir. Mais oui, s'ils ne viennent pas, j'appelle les autres et puis on le fait. Il faut aussi que l'on revienne à des choses simples. Et le vrai bonheur, c'est sur des choses simples. Et ensuite, on avance, on évolue. La solidarité que nos parents nous avaient laissée. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais venu au Sénégal. J'ai nettoyé la plage à Rufisque. Tout le monde, mais il est fou. Non, je ne suis pas fou, parce que nos parents, ce qu'ils faisaient, ils nettoyaient l'intérieur des cours, ils nettoyaient devant chacun chez eux. Mais pourquoi on ne devrait même plus faire des séances de 7-7 ans? Non. Si chacun fait le 7-7 à l'intérieur et devant chez lui, le reste, c'est les grosses œuvres. On appelle notre ami le DG de la SONAGED, Khalifa Abba, et toutes ses équipes. Le reste, ils vont pouvoir le faire. Mais si chacun fait ce qu'il veut et qu'on attende que l'État vienne, mais l'État ne viendra pas, ou l'État viendra pendant la campagne électorale, va nous raconter ce qu'ils veulent et après ils vont nous oublier. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à la verticalité, mais je crois aussi à l'horizontalité. Voilà.